Suite du texte, page 93. Madame Lanier propose l'hélicoptère. Et nous sommes dans l'écriture italique parce que c'est ce qu'a écrit Lounès quand elle lui a dit, Madame Lanier, une sorte de carnet de bord du Tour de Marthez, vous ne serez pas déçus. Je sortis bloc-notes et stylo aux emblèmes de Marthez, ce qui ne manqua pas de la faire sourire. Et à partir de là, de l'écriture, c'est de l'écriture italique. Et ça a commencé par première étape le port, jusqu'à au moment où il y a eu interruption, c'est-à-dire elle propose, deuxième étape la mer, elle propose d'aller à la mer en hélicoptère. Elle marche d'un bon pas que je peine à suivre en raison de ma blessure. Trop orgueilleuse pour le lui avouer, j'allonge ma foulée. Je prends sur moi. C'est une habitude contractée depuis l'enfance. Notre promenade silencieuse s'agrémente du jour qui se lève, bien que tardivement, et qui offre ses couleurs écarlates. « Nous arrivons bientôt, dit-elle en se retournant. « Vous boitez ? Pourquoi n'avoir rien dit ? Puis-je lui répondre que j'ai cessé de dire, comme d'autres, renonce au monde. Nous nous rendons à la casa, j'aurais dû m'en douter. Nous entrons par une porte dérobée que j'ignorais. Madame Lanier détient un trousseau de clés au bout duquel gigote une tête de poisson. Je pense que non seulement les poissons, mais surtout leurs têtes, doivent posséder à Marthez une signification particulière. Un escalier nous conduit à une terrasse surplombant le centre. « Venez », répète-t-elle alors que je traîne. C'est mon baptême de l'air. Je trouve l'espace d'autant plus restreint qu'à l'arrière se trouve une cargaison de 4 cartons sur lesquels je suis à peine étonnée de lire les initiales PL. « Accrochez-vous » ordonne-t-elle en faisant vrombir le moteur. Comme je me demande à quoi je pourrais m'accrocher dans l'existence, elle me désigne la ceinture. D'un coup d'un seul, mon cœur se décroche par la propulsion verticale d'abord, puis par le virage à 180 degrés sur la gauche. Je pense que nous nous dirigeons vers l'ouest. Cela me rassure. Malgré les écouteurs, le bruit est assourdissant. Madame Lanier, tout à la fois concentrée et détendue, pilote l'engin avec grande aisance. Je n'ose l'interroger ni sur notre destination précise, la mer certes, mais laquelle, ni sur notre chargement. J'évite de fermer les yeux pour chasser la nausée et pour mémoriser les moindres détails de ce tour épique. Nous survolons bientôt une grande bande de végétation qui me rappelle les Pyrénées. Immédiatement, je pense alors à la frontière espagnole et l'atmosphère dans l'hélicoptère devient délicieusement catalane. Troisième étape, le soleil. Lorsque Madame Lanier pose l'hélicoptère sur une autre terrasse, je comprends que nous n'allions pas à la mer, que nous l'avons seulement survolée, que la destination réelle possède d'autres implications que le tour de Marthez. Comme je m'étonne qu'il fasse ici tout à fait jour, elle me répond que le soleil est levé déjà depuis longtemps. Où sommes-nous ? Avant d'atterrir, j'ai remarqué une petite agglomération, puis nous avons piqué dans une rue pentue. Nous nous trouvons à présent sur la terrasse d'une maison à la façade blanchie à la chaux. Devant, un véhicule est garé. Un camping-car, vieux modèle. Un jardin cerne la propriété d'une beauté un peu sauvage. Le vacarme de l'atterrissage a effrayé un chat parti se réfugier sous un olivier. « Aidez-moi à les transporter », me demande-t-elle en s'emparant d'un carton. Je prends ma charge et la suis à l'intérieur, dans une pièce qui en contient d'autres. « Prenez-en un », m'ordonne-t-elle encore. Les 4 cartons déchargés et étiquetés sont ainsi remplacés par 4 similaires. Je vous expliquerai en route. Dépêchez-vous, je dois être au centre dans la matinée. Nous regagnons l'hélicoptère, à nouveau la cabine de pilotage, l'étonnante propulsion et la vision de la rue se réduisant.
Au-dessus de ce que je considère comme les Pyrénées, mon cœur se soulève, un mélange de joie et de tristesse, la certitude des commencements et des finitudes, la peur toujours de la course du temps. Brusquement la pénombre se fait, annonçant la proximité de Martès et de ces jours de tempête. Je l'accueille avec le désir d'un sommeil profond, d'une hibernation. Nous déchargeons les cartons dans la pièce que j'avais découverte. Bien sûr, ce petit trafic dont j'ignore les tenants et les aboutissants n'auréole pas Madame Lanier d'une honnêteté exemplaire, mais il fait d'elle une aventurière. Je vous rejoins à la cafétéria, conclut-elle. Laissez-moi quelques minutes. J'opine du chef et de la canne. Je m'y rends sans y croire, et en m'asseyant face à la baie vitrée, je pense comme pour Xi, Petit Pousset, je pense que, comme pour Xi, Petit Pousset et son syndrome de l'abandon, je reprends. Je pense que, comme pour Psy, Petit Pousset et son syndrome de l'abandon me rattrape. Chapitre 8, quatrième étape, la lumière. Toujours en italique. Je l'ai attendu 2 heures avant de rentrer, une immense peine m'a envahi. Sans doute Madame Lanier avait-elle beaucoup d'ouvrages. Ce premier jour de tempête s'achevait. Selon ses propos, il en restait 2 jours encore à vivre dans cette pénombre quasi permanente, sous les bourrasques et les averses. Ce n'était pas le climat idéal pour réaliser le tour de Martès. J'ai quitté le centre sans me retourner par crainte de ne plus avancer, et repris la route lestée du poids de la solitude. Naturellement, mes pas m'ont mené au promontoire, toujours déserté, assise pour manger quelques gâteries de Sergio et retrouver sinon de l'espoir, du moins des forces vives. J'ai remarqué à terre le mégot. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ramassé. Il était encore tiède. Le filtre en avait été ôté et sur le papier jauni, on pouvait lire les 3 premières lettres de la marque de tabac DUC. Ducados avait toujours été la préférée de mon père. Un sourire à la Holmes éclairait alors ma vision des 48 heures à venir. Un souvenir littéraire est à l'origine des événements qui suivirent. Tenant le mégot en main comme une relique, j'en ai cherché d'autres, en pensant que ces vestiges ou les cailloux blancs de Pousset revenaient au même, un moyen pour les perdus de la terre, les nomades, les esselés, de continuer à avancer. Malgré la douleur, la lassitude, la peur, la chance, ou le hasard voulut qu'un autre mégot se trouve non loin. Alors j'ai suivi ce chemin étonnamment tracé. Où donc mon père désirait-il me mener? Jusqu'où étais-je prête à l'accompagner? J'ai ramassé mon sac et tout en faisant les premiers pas, me suis concentrée sur Perrault. Chez Perrault, Pousset vivait 4 étapes. Le départ, l'errance, la maison de l'ogre et le retour. Étant déjà parti, me restaient les 3 autres. Les mégots avaient été déposés à chaque intersection afin de limiter leur disparition par l'effet du vent. Ils avaient été légèrement enfoncés dans la terre. Je les ramassais et les plaçais dans la poche extérieure de mon sac. Il faisait sombre, j'ignorais où les pas me menaient. J'entendais la mer, parfois les cris d'oiseaux. Au bout d'un certain temps, comme je faisais une pause pour soulager ma cheville, l'angoisse est revenue, car si dans le conte les cailloux permettent de retrouver le chemin de la maison, les mégots, quant à eux, m'en éloignaient assurément. Je n'avais pas pensé à cette inversion. J'étais partie confiante et même heureuse d'avoir trouvé cette solution pour pallier le grand vide. Mais voilà que brutalement cette distraction me sautait au visage. Mes membres tremblèrent, jambes, bras et mains. Vite, je repris mon sac. Les récupérations n'étaient visiblement pas très bénéfiques pour moi. Je n'avais aucune certitude. Sans doute vivais-je un de ces scénarios montés de toutes pièces par mon imagination galopante. J'avançais, tête baissée, puisqu'au-dessus de moi et même tout autour, c'était l'obscurité. J'avais éteint ma frontale, mes yeux habitués à la pénombre voyaient désormais défiler de multiples pensées fugitives que je ne cherchais ni à chasser ni à retenir. Combien de kilomètres me séparaient encore de mon père? Le rejoindrais-je? S'éclairait-il à la torche? Pourquoi avait-il fui le séjour des morts? Désirait-il m'apprendre quelque chose de son vivant? Nous n'avions
de son vivant. Nous n'avions pas beaucoup parlé, en fait. Je ne possédais aucun souvenir de confidence, il devait pourtant en éprouver le besoin. Je le savais à présent que j'étais comme lui, victime de l'angoisse, proie de peurs ogresses. Ces mégots montraient-ils que rien n'est perdu, que le déroulement des événements diffère parfois, que le langage des signes ou des éléments peut se substituer aux paroles. La marche me projetait dans un espace-temps particulier sans autre contrainte que les besoins primaires tels que la soif, la faim, la fatigue. Je logeais toutes ces questions à l'arrière de mon crâne afin qu'elles retombent sur la route derrière moi. Je n'étais pas loin de penser que la lumière devait se lever en chacun de nous. Elle avait guidé mon père. Elle le guidait encore. Il n'existait aucune raison valable pour qu'elle n'agisse pas de même sur moi. Que trouverions-nous au bout de cette clarté? Le comte de Perrault répondait par son imprécision temporelle à la loi du genre. Abandonnés le matin, les frères avaient dû marcher tout le jour dans la forêt avant d'apercevoir la maison de l'ogre éclairée dans la nuit. À Marthez, je ne traversais aucun bois. Des champs ou des bosquets d'arbustes bordaient les sentiers. Les arbres ne manquaient pas. La grande salle. Mais ils étaient suffisamment dispersés pour ne constituer aucune forêt. J'avais remarqué la présence d'un grand nombre d'oliviers, d'où la spécialité concernant l'huile martienne. Je ramassai mon 10e mégot lorsque la terre du sentier se modifia par l'apport d'épines de pin. Une odeur sucrée portée par les rafales de vent compléta cette modification de l'environnement et confirma mon idée selon laquelle il existait une pinède à Marthez. La traversant à présent, me revinrent en nombre des souvenirs d'enfance réunis autour d'une photographie. C'était l'été en pays catalan, la Pinède, où mon père garait l'automobile précède la plage. Ma mère doit tenir l'appareil car elle ne figure pas sur le cliché. Je suis entourée de ma sœur et de mon père, assis en maillot de bain sur une branche, grignotant un biscuit dont je tiens le paquet. Nos cheveux sont encore mouillés. Nous sourions, mon père également. Lorsque j'ai repris la route, je me suis efforcée de revenir au présent. Je suis certaine que mon père ne me confine pas au passé. La suite du livre sur le fichier Marthez B.